Quand les îles se séparent du continent, un nouveau monde voit le jour. Une légende des Indiens Waraos raconte qu'à l'époque où l'île et le continent ne formaient qu'un, un puissant cyclone avec des vagues aussi hautes que des maisons emporta tout et creusa un détroit avec le continent. Quand le calme fut revenu, une nouvelle île était née, Trinidad. C'était il y a 1500 ans. Les géologues le savent aujourd'hui. Du jour au lendemain, la faune et la flore insulaires se retrouvèrent isolées. Comment se sont-elles adaptées à cette situation? Qui sont les gagnants et qui sont les perdants de la survie sur l'île? Bienvenue dans la dense forêt tropicale de Trinidad. C'est ici que vivent la taïra, aussi appelée martre à tête grise, et l'oslo, un petit félin. Tous deux sont des prédateurs survivants, originaires du continent tout proche. Ils viennent du nord de l'Amérique du Sud. Avec ses forêts tropicales luxuriantes, ses chutes d'eau spectaculaires et ses puissants courants, l'île abrite une faune à part. Un habitat bien structuré où chacun trouve sa place. À l'ombre des arbres géants, les grands prédateurs d'Amérique du Sud sont en maraude. Le puma est un chasseur discret, avec une capacité prodigieuse pour effectuer ses sauts. Maître des lieux, le jaguar règne au sommet de la chaîne alimentaire. Les aigles harpies se sont octroyés la canopée. Leurs serres sont énormes, aussi grosses qu'un avant-bras, du jamais vu chez les aigles. Et leur bec est tranchant comme une lame. Les singes sont des proies très convoitées. Le singe capucin à front blanc ne pèse que 3 kilos. Une bien maigre pitance, car il faut au moins 3 de ces primates par semaine à l'aigle harpie et son bébé. Pour qu'ils mangent à leur faim, le rapace a besoin d'un immense terrain de chasse. Le singe sera dépecé à même le sol. Les singes hurleurs de Guyane sont sur leur garde. Ils se réfugient dans les feuillages des arbres géants, conscients du danger. Boca del Dragón, la gueule du dragon, désigne le détroit de seulement 11 km qui sépare Trinidad du continent sud-américain. Aussi mince soit-elle, cette distance est infranchissable pour beaucoup d'animaux. La mer a isolé Trinidad et l'île n'est pas assez grande pour les grands prédateurs du continent. Sur l'île, les herbivores comme les singes hurleurs ne manquent de rien. Ici,
Leurs ancêtres étaient déjà en terrain conquis quand Trinidad et le continent ne formaient qu'un. L'espèce insulaire est la copie conforme de celle du continent à ceci près. Elle arbore une imperturbable nonchalance et grimpe dans les arbres pour mieux se prélasser. Au perché, sous le soleil des Caraïbes, les singes se ressourcent. Ce n'est pas là que les chasseurs viendront les chercher. Il faut compter 1500 ans pour voir les comportements évoluer. Le myrmidon ne ressent pas lui non plus le besoin de se cacher. C'est la douceur caribéenne au lieu de la peur et de la terreur. Les côtes de l'ouest et du sud de Trinidad sont les plus proches du continent. Elles en sont séparées par une mer épicontinentale. Les courants drainent de la vase et des éléments nutritifs des grands fleuves du continent jusqu'au rivage de l'île. Les ibis rouges font encore des allers-retours entre l'île et le continent. Depuis des générations, ces milliers d'oiseaux et chassiers sont chez eux dans les mangroves. Les colonies de plus de 100 spécimens sont fréquentes. Elles profitent de la nourriture abondante qu'offre cette zone soumise aux marées. Chaque marée basse ouvre sur un nouveau monde. L'ibis rouge est friand de coquillages, de crevettes et de petits crustacés qui donnent à son plumage sa belle coloration. Un juvénile de l'espèce doit manger suffisamment de crustacés pendant 2 ans pour voir toutes ses plumes flamboyer. La vie grouille quand la mer épicontinentale de Trinidad est à marée basse. Pas de temps à perdre pour les petits poissons. Ils détachent les petites algues des cailloux et collectent les insectes échoués sur le rivage. Les anableps s'activent. On les appelle aussi 4 yeux. Tout un programme. Ils ont la particularité d'avoir la pupille partagée en 2 horizontalement, si bien qu'ils voient sous l'eau et au-dessus. Qui pourrait résister à ces yeux-là? Pour les anableps, il en va de leur survie. Au carrefour des éléments, le danger guette de tous les côtés. Les pélicans bruns savent comment tirer parti de leur vision panoramique et duper leur proie de prédilection, les poissons. Imposants, ces oiseaux sont bien embarrassés pour chasser en eau basse. C'est pourquoi ils misent sur la ruse, l'art de l'illusion qu'ils maîtrisent à merveille. Seul un chasseur aguerri comme le pélican brun parvient à entraîner les poissons vers les eaux profondes. Les pélicans ont des visées sur les poissons qui nagent en surface. Celui qui commence est vite imité par ses congénères. Avec une envergure d'à peine 2,5 mètres, les pélicans bruns sont les plus petits de leur espèce. La côte sud de l'île de Trinidad est plate. Les mangroves s'égrènent dans les fleuves et les marais. Elles pénètrent profondément dans l'île. On les rencontre dans des eaux d'une salinité variable. De petites plantules pendent sous la canopée des palétuviers rouges, juste au-dessus de l'eau. Ce sont autant d'arbres en puissance.
Parfois, la plantule vogue vers d'autres horizons, loin de la souche mère. Là où elle ne sera pas en compétition avec les arbres géants pour la lumière et les nutriments. Si tout se passe bien, la plantule se dresse et s'enracine profondément dans la vase. C'est avec cet ancrage que la plantule pourra faire face aux éléments et laisser déployer ses feuilles. La naissance d'une mangrove est suivie de beaucoup d'autres. Toutes s'épanouissent et gagnent de larges bandes de littoral. Voilà comment les mangroves ont colonisé Trinidad, jusqu'à constituer un entrelac de racines inextricables. La force des vagues s'épuise dans ce labyrinthe. Les mangroves sont un rempart pour les îles. Elles regorgent de cachettes pour les poissons, les crabes, les langoustes et leurs couvées. Ce petit requin trouvera bien quelque chose à se mettre sous la dent dans ces eaux saumâtres. Les racines échasses et les racines aériennes sont le poumon de la mangrove. Elles assurent l'apport en oxygène nécessaire aux végétaux et s'adaptent ainsi au milieu salé des marais. Contrairement aux mangroves, les capucins à front blanc ne goûtent pas spécialement l'eau salée. Pour eux, l'eau de pluie collectée est une aubaine. Les capucins à front blanc forment une espèce indigène. Ces surdoués de la vie sauvage sont extrêmement adroits et rusés. Ils restent perchés dans la canopée quand les caïmans à lunettes pointent leur nez. Les dents de ces prédateurs sont comme celles du crocodile, imbriquées les unes dans les autres. Pour ce qui est de la largeur de leur tête, ils tiennent du caïman. Le caïman à lunettes a 40 kg de masse musculaire et il mesure 3 mètres de long. Il est le roi incontesté des hôtes de ces marais. Mais pas celui de la canopée. Ici, c'est le royaume des capucins à front blanc. Il leur arrive de donner un coup de main au roi caïman. Il ne faudrait pas le laisser mourir d'ennui. La marée se fait attendre. Une bonne partie de la mangrove est déjà asséchée. Des escargots appétissants sont omniprésents. Pour les capucins à front blanc, pas question de laisser passer une aussi belle occasion. Un petit coup d'œil furtif. C'est bon, le caïman ne bouge pas. La voie jusqu'au festin paraît dégagée. Quant au test de fraîcheur, ça semble concluant.
les singes de Trinidad ont élaboré une technique imparable pour casser les coquilles d'escargot. Leurs pouces sont opposables aux 4 autres doigts, d'où l'habileté de leurs mains et leur aptitude à descendre des arbres. Il faut faire preuve d'une prudence extrême quand on ose aller chaparder sur les terres du roi Caïman. Et le savoir-faire dans la famille, ça se transmet. Le primate est aussi reconnaissable à sa fourrure blanche. Dans le cercle restreint des capucins à front blanc insulaires, cette aire de famille n'a pas tardé à se généraliser. Les escargots constituent une importante source de protéines pour ces omnivores. La viande tient une petite place dans leur alimentation, mais elle leur est indispensable. Elle complète avantageusement leur régime à base de fruits, fleurs et feuilles. Il est encore difficile de dire si la reproduction consanguine qui va de pair avec l'isolement de l'île conduira à l'extinction de l'espèce à terme. Il n'est pas rare que des espèces insulaires s'éteignent. Trinidad a tout ce que la vie peut offrir sur le continent, mais en version miniature. L'île est riche en eau douce. Cette zone humide est un site important pour les oiseaux d'eau. Comme l'aninga d'Amérique. Son plumage doit toujours être soigneusement séché. C'est qu'avant chaque chasse, il se trempe entièrement pour faciliter la plongée. Grâce à leurs pattes palmées aux doigts bien écartés, le jacana noir et le héron strié peuvent marcher sur l'eau. Chez eux, la prudence est toujours de mise. Les zones marécageuses impraticables de l'île abritent une légende vivante. Mamaglo, ou bien Huila, est le nom donné à l'anaconda vert de Trinidad. La taille de son corps très musclé peut atteindre plus de 7 mètres. L'eau est son élément. C'est là qu'il met ses petits au monde. Il peut y avoir plus de 70 petits serpents par portée, chacun mesurant presque 1 mètre. Au bout de quelques heures, tout le monde part de son côté. Les anacondas se multiplient sur l'île de Trinidad. Ils trouvent chaque fois de nouveaux habitats adaptés à leurs besoins. Bon nombre de prédateurs ne font qu'une bouchée de ces juvéniles qui mesurent 75 cm en moyenne. Les anacondas et les caïmans à lunettes sont les plus grands prédateurs de l'île. Ils sont constamment en compétition. Dans ce combat sans relâche, la taille est l'élément déterminant. À chaque respiration de sa proie, l'anaconda en serre un peu plus sa prise, jusqu'à ce que sa victime n'arrive plus du tout à respirer.
la stratégie est mortelle. Mais que se passe-t-il quand la proie se passe justement de respirer? Le système cardiovasculaire des caïmans est adapté à la vie aquatique. Leur système respiratoire est différent de celui des mammifères. Ils peuvent retenir leur respiration pendant 2 bonnes heures. Étouffé par un anaconda, un mammifère mourrait en quelques minutes. Mais ici, c'est le reptile qui doit lâcher prise. Ses muscles ne peuvent pas rester contractés aussi longtemps. Trinidad est la plus grande île des Petites Antilles. Elle est recouverte de grandes forêts, notamment dans la cordillère septentrionale, une chaîne de hautes collines de la partie nord de l'île. Cette région a encore plus de points communs avec le continent. On y trouve les mêmes lianes et les mêmes arbres que dans les forêts d'Amérique du Sud. Mais ses occupants voient les choses autrement. Pour les super prédateurs que sont le jaguar et le puma, la surface de l'île est trop petite. C'est la martre à tête dorée, la taïra, qui est donc au sommet de la hiérarchie sur cette partie de l'île. Elle apprécie la charogne, de préférence quand l'odeur est bien imprégnée. Son odorat est plus développé que sa vue. La taïra ne résiste pas aux fruits très sucrés. Elle n'a qu'à se servir dans les arbres pour savourer des mangues. La taïra a des garde-manger à tous les étages de la forêt. Les fruits de Cecropia sont remplis de petites graines que la taïra va disséminer dans la forêt. Dans la nature, la taïra est un modèle de réussite. Pour les omnivores, il y a toujours assez de nourriture, même quand on s'y attend le moins. Le petit serpent vert réagit vite, mais pas assez visiblement. La taïra est parfaitement adaptée à l'île. Elle n'est pas trop grande et surtout elle n'est pas difficile. Les haras de leur côté sont très sélectifs. Ils sont très peu nombreux ici. Le palmier Atalea est un arbre qui offre des fruits à profusion, et pas uniquement pour les oiseaux. Les haras se tiennent volontiers à proximité des palmiers. Ils raffolent de la pulpe onctueuse des noix. Les régimes de noix assurent de quoi manger pour un grand nombre de jours. Celui qui sait grimper comme le capucin à front blanc peut les cueillir directement à même l'arbre. Mais il y en a pour tout le monde. Le sol est jonché de fruits. Le boa constricteur, lui, n'est pas là pour les fruits du palmier. Un moment d'inattention, et l'agouti fait son entrée dans la chaîne alimentaire de l'île.
Les animaux ont besoin du palmier et de ses fruits, tout comme le palmier a besoin d'eux. À la tombée du jour, l'allié du palmier entre en scène, le paca. Il est un peu plus gros qu'un teckel, une taille qui convient parfaitement à l'oslo. Le paca est le plus grand rongeur de Trinidad. Il adore les noix de palmier. Ce qu'il ne consomme pas sur le champ, il l'enterre. Mais cet étourdi oublie parfois où est ce garde-manger, qui se transformera en palmier. De la taille d'un berger allemand, l'oslo est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est le plus grand félin de l'île. Il est redouté du paca. Un simple frémissement suffit pour qu'il détale comme un lapin. Les pacas sont de bons plongeurs. Ils peuvent tenir en apnée sous l'eau pendant 15 minutes. Ce spécimen mise sur le camouflage. On ne sait jamais. L'oslo est carnivore. Il a besoin d'un territoire qui peut s'étendre jusqu'à 30 km². À Trinidad, sa colonie totalise au maximum 150 individus. À terme, c'est trop peu pour maintenir l'espèce. Les chauves-souris se comptent par milliers à Trinidad. Pour trouver leur chemin dans la nuit noire, elles utilisent l'écholocation. Il faut se munir d'un détecteur d'ultrasons pour entendre leurs cris. Elles partagent les grottes avec des créatures singulières, les guacharos des cavernes. Les guacharos des cavernes craignent tellement la lumière qu'on n'avait jamais pu les filmer jusque-là. Ils construisent leur nid tout au fond de la grotte. Il peut y en avoir 50 qui tapissent la même paroi. Leurs cris rauques leur servent à s'orienter par l'écholocation. Leurs yeux sont très sensibles à la lumière, mais leur vision est trouble. Les scientifiques attribuent ce phénomène à la structure de leur rétine. Ils sondent leur environnement immédiat grâce aux vibrisses, petites touffes de poils qu'ils ont à la commissure du bec. Ce sont des plumes tectrices modifiées, semblables à des poils tactiles. Quelques guacharos cherchent encore un endroit où nicher, mais les places sont chères et âprement défendues. On rencontre plus de 200 couples nicheurs à Trinidad. Tant que chacun n'a pas trouvé son petit nid douillet, c'est la guerre, jour après jour. Ils édifient leur nid avec leurs propres excréments. Seuls ceux qui ont une grande demeure peuvent accueillir une belle nichée. Il y a jusqu'à 4 oisillons par nid. Le couple se partage les tâches pour les nourrir. Les jeunes ne se caractérisent pas par leur grâce. Ils ont 3 mois quand ils quittent le nid. Les jeunes sont souvent plus lourds que les adultes. Est-ce de les avoir engraissés avec les fruits oléagineux du palmier Attalea? Toujours est-il que les autochtones auraient eu l'idée d'utiliser les poussins comme torches. Des monceaux de noyaux indigestes. C'est tout ce qu'il reste des noix délicieuses. Il y a des guacharos au Venezuela et à Trinidad, l'île des Caraïbes qui ressemble plus au continent. Changement de décor 30 km plus loin, dans l'Atlantique. Un bout de terre posé sur la mer. Tobago est une île depuis 10 000 ans. Depuis 10 fois plus longtemps que Trinidad. Qu'est-ce qui est différent ici? Et que reste-t-il de son long isolement?
Les forêts de Tobago sont célèbres dans le monde entier. Une partie d'entre elles est protégée depuis 1776. Tobago possède ainsi la plus ancienne réserve naturelle de la planète. Les petits îlots rocheux et les falaises abruptes constituent d'importantes aires de nidification pour les oiseaux marins. Les récifs de coraux ourlent les rivages escarpés. Les falaises alternent avec les criques de sable fin. Une nouvelle génération pointe son nez. Durant 10 semaines, les œufs sont restés enfouis dans le sable chaud, incubés par la seule chaleur du soleil. Les jeunes iguanes verts sont livrés à eux-mêmes dès leur naissance. La fratrie restera soudée la première année. Après, chacun partira de son côté. Destination, la forêt et la canopée. Le chemin pour y aller n'est pas sans danger. Même s'il n'y a qu'un unique chasseur en embuscade, le boa constricteur. Les boas sont un dernier vestige du lointain continent. Les iguanes verts sont là pour assurer leur survie. C'est que les gros serpents n'ont que 2 mammifères à leur portée. Le tatou commun, assez imposant, et l'agouti, 2 fois moins gros que lui. Les animaux qui vivent au sol ne sont pas légion sur l'île. L'ortalide à ventre roux, appelée chachalaka, ne fait que passer. La canopée est l'épicentre de la forêt. C'est là qu'on s'époumonne à tout va. Le chachalaka a l'allure d'un faisan. Il est tellement répandu à Tobago qu'il en devient assourdissant. Avec son aisance à entailler une mangue d'un simple coup de bec, il ne se fait pas que des amis. Fruits, fleurs, bourgeons, le chachalaka ne perd rien de l'offre généreuse de la canopée. Ce végétarien peut vivre jusqu'à 20 ans. Tout comme l'iguane vert. Même au bout de 10 000 ans, il ressemble à s'y méprendre à ses cousins du continent. Pour le colibri, c'est une autre histoire. Le minuscule oiseau ne vit que quelques années, tout au plus. En 2000 générations, il a eu le temps de se réinventer en constituant de nouvelles espèces à Tobago. Le colibri de Tobago est une sous-espèce locale unique. Chaque année, à la saison des amours, des milliers d'oiseaux de mer se rassemblent sur les falaises escarpées de Tobago et ses îlots rocheux tout autour. Ces visiteurs sont venus de loin. Le phaéton à bec rouge ne rejoint la terre ferme que pour nicher. Il passe le plus clair de son temps à survoler l'océan. Il est capable d'aller très loin ramener des poissons et des calmars à son petit. Le phaéton à bec rouge a beaucoup d'endurance en vol. Il peut sans difficulté voler d'une île à l'autre. Ses ailes pointues le rendent rapide et agile. Pendant la phase de l'incubation, ses capacités sont mises à l'épreuve. Sa grande technique de vol s'avère maintenant vitale. Pendant 3 mois entiers, il va chasser plusieurs fois par jour.
Les oisillons ont besoin de leur ration de poisson au moins 4 fois par semaine. L'air est l'élément naturel de la frégate royale. Elle n'a pas besoin de se poser pour dormir. La voyageuse au long cours survole toute la région des Caraïbes. Elle prend des risques en s'approchant aussi près de l'eau. Son plumage n'étant pas imperméable, il pèserait si lourd en étant mouillé que l'oiseau pourrait tout bonnement couler, au fond de l'eau. Prudence oblige, elle veille donc à ne tremper que son bec dans l'eau quand elle part à la pêche. Ce qui l'a rendue si célèbre, c'est sa manière si particulière de chercher de la nourriture. Il faut voir comment la frégate Superbe se saisit de sa proie en plein vol. Sa souplesse exceptionnelle est mise à contribution. La frégate Superbe compte parmi les plus rapides volatiles. Ce sont eux, les pirates des Caraïbes. Sa belle queue ornementale s'avère ici bien encombrante. Le phaéton à bec rouge vole à proximité de la surface de l'eau. Toute une stratégie pour se débarrasser de ces farouches assaillants. Les frégates femelles les plus imposantes sont aussi les plus redoutables. Elles montrent à leurs petits comment ça marche. Elles ne lâchent rien jusqu'à ce que le phaéton à bec rouge recrache ces deux malheureux poissons. Bien que la proportion de nourriture dérobée soit négligeable par rapport à leurs besoins, les frégates n'ont pas échappé au surnom de pirates des airs. Le phaéton à bec rouge reprend son vol vers d'autres horizons, non sans avoir laissé quelques plumes dans l'aventure. Et le jeu peut recommencer. Elles accostent, portées par les vagues marines et les vents nocturnes. Les côtes de Tobago et de Trinidad ont toujours été un port d'accueil très sécurisant pour les grands voyageurs de l'océan. Ceux qui redoutent la lumière débarquent en pleine nuit. C'est à la lueur des étoiles qu'on peut les observer, sans perturber leur rituel. La caméra ultrasensible permet de voir de nuit comme de jour. On peut pour la première fois observer ces créatures marines farouches sans les aveugler et suivre leur pérégrination nocturne. Voici les tortues luttes. Elles ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'aborder ce rivage. En règle générale, elles préfèrent les plages qui regardent vers l'Atlantique. Un instinct ancestral les guide, poussés par la douleur. Leur ventre semble sur le point d'exploser. Il est grand temps pour elles de déposer leurs œufs. Les œufs sont de deux sortes et diffèrent par la taille. Les plus petits d'entre eux ne sont pas fécondés et servent de couche isolante. Une fois la ponte terminée, les tortues recouvrent soigneusement leurs œufs et laissent derrière elles une empreinte typique dans le sable. Par la suite, elles reviennent jusqu'à 9 fois sur la plage,
laissant passer quelques jours entre deux visites. À chaque fois, elle creuse un nouveau nid. Les imposantes femelles mesurent 2 mètres de long et pèsent près d'1 tonne. De mars à août, elles sont ainsi des centaines à s'extraire péniblement de la mer. Ces nuits-là, leur douleur résonne comme sur un champ de bataille jonché de blessés suffocants. Dans la confusion générale, les nouvelles venues détruisent les nids de leurs congénères. Certains petits sont déjà sortis de l'œuf et doivent sans tarder trouver le chemin jusqu'à la mer. Les urubus noirs n'attendent pas la fin de la nuit pour se faufiler entre les tortues luttes. Ils sont en quête de proie. Les dégâts sont visibles au petit matin. Un vrai carnage. Les oiseaux s'attaquent indifféremment aux œufs et aux petits. Malgré leurs attaques, ils ne parviendront cependant pas à exterminer les tortues luttes. Une immense plage constellée de nids. Avec une telle progéniture, la relève est assurée. Tobago et Trinidad faisaient jadis partie de l'Amérique du Sud. Un petit air continental leur est resté de ces temps anciens. Au fil du temps, la diversité s'est appauvrie, si bien que les espèces qui ont survécu à l'isolement sont sûres d'avoir trouvé leur île.